crois qu'un autre départ. Doublé. Bah, c'est parfait, le problème c'est qu'il va falloir que je termine le combat pour me saisir de l'autre canne. Pas de surprise, beaucoup l'auront reconnu. Donc nous avons décidé aujourd'hui de réaliser ce petit tournage sur le plan d'eau de Fishabil. Donc c'est un plan d'eau qui a été créé dans les années 80 par Raphaël Faradji. Donc c'est un plan d'eau qui compte beaucoup pour moi car il a une histoire. Moi qui fais quand même pas mal de compétitions, c'est un plan d'eau où il y a eu les premières coupes du monde organisées sur ce site et de nombreux pêcheurs de grands noms de la pêche, si je puis dire, tels que Tim Pesley, il y avait Steve Briggs, les frères Main, et Dominique Audiguet, il y avait Rob Hughes, Simon Crowe. Enfin, je ne suis pas sûr que la nouvelle génération connaisse tous ces noms, mais en tout cas, moi, c'est des pêcheurs de renom que je suivais et que je suis encore. Et c'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, je suis fier de pouvoir tendre mes lignes dans le plan d'eau où ont pu pêcher ces personnes-là. Salut ma biche. Salut Jus. La forme? Ça va et toi? Bien dormi? Bah écoute, ouais, quelques heures de sommeil ont fait du bien. Allez, on y va? Et bah écoute, let's go, c'est parti. Bon, et bien nous voilà enfin sur le plan d'eau. Donc hier, suite à un rapide repérage, nous avons jeté notre dévolu sur le poste 17. Tout simplement en fait parce que c'est un poste où il y a un léger rétrécissement avec la berge en face. Le vent devrait souffler dans notre direction pendant cette partie de pêche et je pense que ça sera une bonne zone d'interception. Donc là, je ne vais pas vous le cacher, je suis très excité à lancer de mes cannes. Ça fait partie, c'est une de mes premières pêches de l'année. Donc on va commencer tout d'abord à lancer les cannes. Par la suite, on va installer tout le matériel que l'on a déchargé il y a peu de temps. Et j'espère faire les premiers poissons rapidement étant donné que c'est le lever du jour, le créneau horaire est parfait et on verra bien si les poissons veulent bien mordre en ce début de matinée. On va lancer 2 cannes à l'arrache. On va essayer de mettre ça à 2 distances différentes, comme ça nous donnera une petite indication si les poissons mordent ou pas. Et puis en attendant que ça morde, on va monter de tout le matériel et ensuite on essaie vraiment de se mettre en pêche plus sérieusement pour essayer de capturer des poissons. Bon, mais voilà, les 2 cannes sont lancées. Donc on va pas pour l'instant mettre de 3e canne pour pas faire de bruit et rajouter une bannière supplémentaire. Donc pour l'instant, le temps de monter tout le matériel, on va rester comme ça et on espère faire un poisson avant midi.
Donc là on est parti pour 48 heures de pêche. Donc on s'est fixé un petit défi mine de rien parce que 48 heures en plein hiver c'est quand même assez court pour faire rentrer du poisson. Et notamment sur ce site puisque en fait il y a une bonne densité de carpes mais il y a aussi énormément de brèmes, énormément de silures qui viennent un petit peu parasiter la pêche. Et ce qui fait que ça rend la tâche d'autant plus compliquée. Souvent quand il y a une pression de pêche sur le plan d'eau, les poissons ont tendance à reculer par le bruit du pêcheur. Et du coup, en pêchant un petit peu plus loin que les autres, on a toujours cette facilité à capturer plus de poissons. Là, le problème, c'est qu'on est tout seul. Les poissons sont très éparpillés sur l'ensemble du plan d'eau, et ce qui fait que du coup, c'est plus difficile de les capturer. On va essayer de mettre en place un amorçage pour ce soir. Alors le problème, c'est qu'en mettant des amorçages, c'est pas évident de choisir entre guillemets son type d'amorçage, puisque si on met du chènevis, on va attirer les brèmes qui vont attirer les silures, donc là on fait un bruit pas possible sur le coup. Si on pêche avec du pelé, c'est fait exactement la même chose, on va attirer les brèmes plus les silures et les carpes vont pas forcément rentrer en fait sur l'amorçage étant donné que les silures sont énormes. Ici il y a des silures de plus de 2 mètres qui avoisinent les 100 kg. Et du coup, les carpes, même s'il y a une bonne moyenne ici, c'est pas souvent qu'elles viennent cohabiter avec ce genre de prédateurs. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est un petit peu le but de cette vidéo, c'est de mettre en place un amorçage et de pêcher les poissons vraiment à trouver la limite derrière l'amorçage. Souvent ça se passe entre 5 et 10 mètres et là ici souvent il va falloir les chercher peut-être 30 ou 40 mètres derrière l'amorçage où les poissons seront un petit peu plus tranquilles. Alors sur le papier c'est ce que moi j'imagine et j'espère du coup qu'on va pouvoir vous montrer ça durant cette fin de partie de pêche. Du coup sur cette pêche j'avais prévu de pêcher à longue distance. Problème que l'on rencontre aujourd'hui, malheureusement on ne maîtrise pas les conditions météo. Il s'avère qu'on va subir des rafales de vent à plus de 50 km/h. Alors le souci c'est que amorcer loin, c'est-à-dire on se met entre 130 et 140 mètres, on sait le faire, on peut le faire. Le seul problème c'est que derrière les cannes il va falloir les mettre beaucoup plus loin. Et avec le vent, ici le problème en plus le règlement nous impose de pêcher en 30 centièmes. Ce qui fait que s'il faut entre guillemets pêcher entre 30 et 40 mètres derrière, ça nous ferait poser des cannes jusqu'à 180-190 mètres. Avec des conditions sans vent, ça serait réalisable. Là le problème c'est que, alors déjà on est en début de saison et mine de rien, pour lancer loin il faut un bon entraînement. Et moi cet hiver, hormis m'entraîner à la tartiflette au pâté, j'ai pas fait grand chose, donc j'en subis les conséquences aujourd'hui. Et du coup c'est pourquoi je me suis placé à 110 mètres. Pourquoi? Parce qu'à 110 mètres, avec le vent, ça me permet d'être précis, de faire quelque chose de très carré.
et de mettre des cannes jusqu'à derrière 130, 140 sans trop de difficulté. Donc ce qu'on va essayer de faire durant cette pêche, c'est vous expliquer le matériel que l'on utilise, que ce soit les moulinets, le fil, le type de montage, pour que vous aussi vous puissiez reproduire entre guillemets ce genre de pêche quand vous serez au bord de l'eau. On enchaîne les brennes. Ah, ça permet de... C'est un peu d'activité, c'est pas mal parce que ça permet de voir que, mine de rien, elles sont actives et il va falloir voir sur l'amorçage du coup, si on s'en sert, si... C'est un peu délicat en fait. Bon, mais la canne n'aura pas fait longtemps. Je vais essayer de proposer une hache un petit peu plus grosse pour essayer de les contrer et bon, malheureusement, ils sont encore voraces. Alors la pêche est un petit peu compliquée, on est en début d'année, l'eau est à 8 degrés et du coup on a mis les cannes depuis ce matin en fait avec des èches un petit peu isolées pour voir l'activité des poissons et on se rend compte que ça va être peut-être plus difficile que prévu puisque jusque là on a enregistré je sais plus entre 6 et 8 brèmes, donc sur des distances différentes, sur des axes complètement différents. Ce qui nous facilite pas la tâche, parce que j'aurais bien aimé capturer au moins une carpe dans la journée histoire de se rassurer, et ça n'a pas été le cas. Bon, début de nuit, nouvelle brème. Donc on se rend bien compte que malheureusement elles ont bien colonisé le coup amorcé. Alors c'est là où on se rend compte qu'en final la pêche elle est pas si simple, hein. On a beau avoir fait des enduros, avoir réussi pas mal de choses, mais le problème c'est qu'on maîtrise jamais tous les éléments à 100%. Et encore une fois aujourd'hui, hein, comme on disait, on se retrouve tout seul sur le plan d'eau et avec toute cette blanchaille en fait qui se retrouve en ayant très faim, nous on amorce et tout se retrouve sur notre cou et le problème c'est que on a beau mettre n'importe quoi autour de ça, on prendrait des brèmes ou des silures. Donc on se rend bien compte qu'au final c'est pas si simple puisque déjà début de nuit c'est une canne en plus qui pêche 12 mètres derrière l'amorçage et encore une fois avec une bouillette de 20 mm on fait une brème. C'est là où on se rend vraiment compte au final que c'est vraiment complexe de pouvoir trier. Quand on est tout seul sur un plan d'eau, le problème c'est que tout le poisson fourrage, tout n'importe quel type de poisson en fait se retrouve sur notre cou. On est les seuls à amorcer et en fin de compte on se fait envahir de poissons qu'on n'a pas forcément envie de pêcher. Donc la pêche s'annonce beaucoup plus compliquée que prévu. On va essayer d'encore une fois rallonger les cannes beaucoup plus derrière le cou afin de limiter la prise de brème. Mais ça va être compliqué. Vous savourez que depuis cet après-midi j'ai essayé pas mal de choses, pour l'instant il ne se passe rien. J'ai pas encore dit mon dernier mot, mais ça va pas être simple. On va déjà décrocher cette brème qui est juste là, je vais relancer la canne encore un petit peu plus loin. On va vraiment essayer de trouver la limite où on peut être tranquille en fait, parce que le coup est tellement... j'ai fait quelque chose de précis, mais il y a tellement de brèmes, tellement de silures qui tournent autour, ça pousse un petit peu tout. Et on va essayer de trouver cette limite justement où les carpes peuvent se trouver. Et j'espère qu'on arrivera à trouver quelque chose pour essayer de déclencher une touche de carpe. Donc là on le voit bien, hein, une bouillette de 20 mm, elle a pêché, ça doit faire à peu près 1 heure, 1 heure et demie, dans une eau à 8 degrés, normalement elle ne devrait pas du tout avoir cette taille. Donc on se rend compte, c'est l'avantage des appâts solubles, que les appâts sont sucés en fait, hein, et on voit vraiment que le diamètre diminue, que les coquilles d'œufs commencent à apparaître. Donc ouais, ça prouve encore une fois qu'il y a énormément de poissons blancs sur le coup. Bon là c'est un truc de taré. Je viens de lancer en fait sur le coup. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le problème c'est que sur l'amorçage, ça attire tellement de brèmes. Il y a les silures également qui sont là à chasser les brèmes. Et là c'est à peine lancé, c'est parti. Donc en fait, je pense qu'il y a un silure qui a dû choper ça à la tombée, ou alors je l'ai harponné, j'en sais rien, mais en tout cas je tiens quelque chose de sérieux.
Bon Juju après 30 minutes de combat. Ça commence à me gonfler. Avec ça, va, déjà les esturgeons, c'est pas mon délire. Mais alors les silures en pleine nuit non plus. C'est pas du tout mon truc. Et il est parti en plus sur le côté, là je suis à moitié dans les arbres, c'est une catastrophe. Je suis curieux de voir la tête qu'il a le pépère. Et surtout voir comment on l'a attrapé. Est-ce qu'il a attaqué? Est-ce qu'on l'a harponné? Moi je miserais sur du harponnage. Ils sont tellement nombreux sur le coup que c'est un truc de fou. Bon allez, on va se démerder. T'as pas bien le choix en même temps. Si je suis propre comme tout là, ça va tout pourrir. J'ai passé une nuit à galérer entre les brèmes, les silures, à essayer de gratter, à faire une carpe, et impossible de rien déclencher. Je peux vous garantir que la première carpe du matin, celle-ci, elle fait du bien. Et du coup il s'est rien passé jusqu'à midi. Et là on a eu l'idée tout à l'heure de relancer une canne à quasiment 20 mètres derrière l'amorçage. Et ça a quoi? Ça a dû même pas mettre une demi-heure et c'est parti. Donc ça prouve que les poissons se trouvent vraiment bien derrière. Donc j'espère que c'est que le début et qu'il y aura moyen de faire une petite série dans l'après-midi. Troisième départ. Donc c'est quand même un truc de fou parce que ça vient encore valider quelques points stratégiques. Depuis ce matin on avait enregistré une touche derrière l'amorçage, tout à l'heure une canne encore un peu plus loin, on en a mis une autre à proximité et du coup qui nous reproduit une autre touche. Donc ça prouve réellement que les carpes sont vraiment bien au-delà de l'amorçage et si ça pouvait continuer ainsi, ça nous permettrait de sauver un peu cette partie de pêche puisque on a attaqué, c'était un petit peu difficile et ça commence vraiment à se mettre en place à la fin de la deuxième journée. Et hop là, c'est dedans. C'est bon ça. Bel après-midi, troisième poisson de la journée. Ça c'est bon.
Deuxième poisson, une jolie petite commune avec une bouche toute neuve. Il y a d'ailleurs un poisson qui vient de la rivière de derrière. Une jolie carpe qui a fait du bien là durant cette matinée. Donc non, c'est parfait. Pour l'instant, je suis content. La stratégie que l'on est en train de mettre en place fonctionne. Donc là, on a fait 2 poissons, on va dire, à 1h30 d'intervalle. On va une vingtaine de mètres derrière l'amorçage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit peu d'amorce sur mon coup. Donc je vais remettre à peu près 1,5 kg de billes, ce qui va permettre aux brèmes, aux silures de toujours faire un petit peu le carnage sur mon coup. Et moi, derrière, de faire des poissons qui seraient derrière l'amorçage. Donc on va remettre une petite quantité. Et comme je vous l'ai expliqué, heureusement que je ne m'étais pas mis très loin parce que là le vent il s'est levé. On a des rafales à plus de 60 km/h et c'est vraiment pas évident de remettre des sbombes sur le coup. Donc on va s'appliquer pour faire ça correctement et en espérant que ça continue. Là, il en faut une autre là. Une plus de 15 et c'est parfait. Oui. Bon, mais là du coup en pleine séance de ramorçage, la canne placée une vingtaine de mètres derrière se met à repartir. Donc je ramène vite la canne et je ferre. Là c'est vraiment important. On voit, on n'avait pas encore rappelé de la journée. Parfait. Elle est encore au bout. Ça c'est bon. On le voit, hein, le vent c'est accentué. Voilà. Je crois qu'un autre départ, doublé. Voilà, c'est parfait. Le problème c'est qu'il va falloir que je termine le combat pour me saisir de l'autre canne. C'est complètement débile. Là la session est en train de prendre un autre tournant, c'est parfait quoi. Et toujours là, elle attend. Elle a pris son ticket, chacun son tour. Ce serait bien que ce soit un petit poisson un peu plus gros. Ici, il y a vraiment de très jolis poissons. Allez! Et c'est dedans! Et en plus de ça, c'est un peu plus gros. Ça gâche rien pour plaisir. Ah, c'est parfait. Bon, mais là, je vais me dépêcher. Je vais la laisser en stand-by ici parce que du coup, j'ai mon autre canne qui part. Hop. Elle est encore au bout, c'est parfait. Par contre, elle m'a fait un gros travers, elle est partie complètement à gauche. Ça me plaît là, quand les choses commencent à s'accélérer là comme ça, là c'est parfait. Je pensais que c'était une carpe, en fait, c'est à nouveau une grosse brème qui devait être très énervée. Ou alors il y avait un silure à son cul et du coup elle est partie pleine balle.
incroyable. Je pensais que c'était un petit poisson, mais je me retrouve une nouvelle fois avec une brème. C'est pas grave, ça veut dire que le coup est chaud. Je vais vite décrocher ces poissons, relancer la canne et c'est reparti pour un tour. Quatrième poisson de la journée. Celle-ci est d'un gabarit légèrement supérieur puisqu'elle a pesé, on était à un petit peu plus de 14 kg. Donc je suis vraiment content de comment ça se passe. Si ce matin on m'avait annoncé ça, je n'y aurais absolument pas cru, donc c'est parfait. On va vite la remettre à l'eau parce que mine de rien un petit peu de vent, faudrait pas que ça la sèche de trop. Et puis on va continuer la séance d'amorçage puisque visiblement ça a l'air de leur plaire. Faisons désormais un petit point technique afin que je vous explique les matériaux que j'utilise lorsque je pêche à longue distance. Pour commencer, la base de la longue distance, c'est de pouvoir utiliser une tête de nylon en tresse, si bien sûr le règlement du plan d'eau le permet. Personnellement, j'utilise la submerge en 20 centièmes, donc ça peut paraître fin, mais il y a une résistance qui est largement suffisante, notamment pour l'utiliser avec une canne à spod. Ça permet d'utiliser pleinement toute l'inertie et la puissance du lancer en fait, qui est retransmise directement dans la canne. On n'a pas d'élasticité et c'est ce qui est le plus efficace pour la longue distance. Par la suite, et je ne m'embête pas forcément sur les montages, j'utilise un clip plomb, tout ce qui est de plus classique, sur lequel je mets un plomb distance en 128 grammes. Donc c'est important de charger en fait le grammage de manière à mieux comprimer la canne, ce qui permettra de lancer plus loin. Par la suite, j'utilise un émerillon rapide sur lequel j'agrafe en fait la petite particularité directement en fait la boucle de mon bas de ligne. Mais plutôt que d'avoir un anti-tangle rallongé, moi j'en coupe une toute petite partie, tout simplement pour avoir en fait une petite liberté à ce niveau-là, ce qui fera que durant le lancer en fait, le montage va venir se plaquer contre la ligne et ça évite tout frottement en fait au niveau du vent. Si on utilise un anti-tangle classique, le problème c'est qu'au lancer, ça va créer un angle et qui frotte dans l'air et par conséquent on perd quelques mètres au lancer. Donc si on veut vraiment optimiser, c'est une petite astuce sympa, c'est de couper un petit morceau, de laisser cette liberté pour que le bas de ligne vienne coller derrière et ça permet de lancer beaucoup plus loin. Par la suite, l'élément aussi essentiel, c'est d'utiliser un bas de ligne rigide. Alors comme à mon habitude, moi j'utilise de l'IQ des rigs. C'est pour moi un bas de ligne qui est simple, efficace et très agressif que je fais avec de l'illusion en transkaki en 39 centièmes. Alors 39, c'est pour moi le bon compromis quand on veut pêcher des petits et des gros poissons longue distance. Ça permet d'avoir une rigidité qui me permet de ne jamais emmêler et notamment ici quand il y a des indésirables, ça permet que le bas de ligne soit toujours en place lorsqu'il est un petit peu sucé par les différents poissons. Et ça me permet d'avoir une agressivité maximale. Par la suite, j'utilise des curve shank en taille 6, montés du coup en dérive comme d'habitude. Ça me permet de vraiment avoir un montage très polyvalent puisqu'avec le micro émerillon, ça me permet de changer des èches en fait à volonté, suivant ce que j'ai besoin de mettre sur le moment. Donc c'est pour moi en fait le combo parfait pour la pêche à longue distance. Si vous associez tous ces matériaux, que vous lancez votre canne bien clippée, normalement vous n'aurez aucun emmêlement et ça vous permettra de pouvoir pêcher très loin. Celle-ci a été derrière l'amorçage. Cinquième départ de la journée. Donc celle-ci survient environ je dirais 45 minutes, 45 minutes, 1 heure après le rappel. Donc encore une fois, je pense que ça a été bénéfique de remettre une petite dose de bouillette. Je pense que ça a dû rebrasser le coup. Les brèmes ont dû revenir dessus, les silures également. Alors pour pas mentir, habituellement j'ai toujours l'habitude de contrôler en fait ce qui se passe sur mon coup en mettant une petite canne avec un stick pour voir s'il y a des brèmes. Là je ne l'ai pas fait parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de pêche. On a essayé de mettre les cannes vraiment en pêche derrière les coups pour essayer d'attraper un maximum de poissons. Et pour l'instant ça fonctionne bien.
Il est 16h30, 5e poisson de la journée. Encore une jolie miroir capturée une vingtaine de mètres derrière l'amorçage. Donc encore une fois, hein, c'est de bon augure, hein, ça veut dire qu'il y a quelques poissons qui se traînent derrière. Donc justement ce soir il va y avoir un petit changement au niveau de l'amorçage. Je pense justement ne pas réamorcer volontairement pour que les silures et les brèmes nettoient le coup là, durant cette fin de journée. Et j'espère que les poissons pourront rentrer dedans dans la nuit. Vu que le coup sera dévasté, normalement les brèmes et les silures devraient quitter le spot. Et avec un peu de chance, pourquoi pas essayer de capturer quelques carpes qui arriveraient sur le coup du fait que les carnassiers et les brèmes soient partis. Donc pour l'instant tout se passe bien, c'est génial. Je suis vraiment super content d'avoir fait cette série de poissons dans la journée. On va la remettre à l'eau et on va remettre les cannes en pêche. Et le 6. Bon, et bien ça y est, les carpes sont bien arrivées, les touches s'enchaînent, c'est parfait. En plus de ça, le soleil est en train de se lever. La fin de journée s'annonce productive. Je vais désormais vous parler du matériel type qu'il faut utiliser lorsque l'on pêche à longue distance. Alors malheureusement, on ne peut pas utiliser n'importe quel type de matériel. Il faut vraiment des matériaux adaptés pour la longue distance. Et pour ma part, moi ça se compose d'une Horizon X5S en 13 pieds 3,75. Donc c'est une canne qui est très puissante et par conséquent ça me permettra de pouvoir charger ma canne et d'envoyer des plombs encore plus loin. Ce qui est très important également, c'est d'avoir un moulinet assez léger, avec une bobine assez conique et un enroulement de nylon parfait. C'est-à-dire que je privilégie les enroulements avec des oscillations super lentes, ce qui permet de ranger le nylon à la perfection et sortir des spires beaucoup plus petites dans les anneaux, ce qui permet également de gagner quelques mètres sur la distance. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est aussi très important, c'est d'utiliser une tête de Nil en tresse. Si le règlement du plan d'eau vous le permet, ça vous permettra d'emmagasiner entre guillemets toute l'énergie dans la canne et ça fait gagner de nombreux mètres. C'est un élément qui est vraiment très important. Par la suite, un bon grammage. Donc moi j'utilise du 128 grammes. Ça c'est propre à chacun. Moi du 142 grammes, j'ai pas forcément assez de puissance pour les emmener, ou du moins je gagne pas plus par rapport à un 128. Donc ça c'est propre à chacun. Je vais vous montrer également 2-3 choses à respecter si on veut lancer à longue distance. Il y en a beaucoup qui cherchent à vouloir lancer loin sans mettre beaucoup de bannières. Et c'est une erreur. Il y a une certaine hauteur de bannière à respecter pour faire travailler la canne au maximum. Je vais vous montrer ça. Donc pour moi, la bannière idéale, elle se situe à peu près au niveau du premier anneau juste après l'emmanchement. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut savoir que plus on met une bannière longue, plus on fait travailler sa canne sur la longueur. Et du coup le grammage du poids, on le ressent un petit peu moins et ça permet de faire mieux travailler la canne. Moins on met de bannière, plus on va travailler au niveau du sion et moins on va exploiter la canne et ce qui du coup nous permet de lancer un petit peu moins loin.
Après la bannière c'est propre à chacun, suivant comment vous serez à l'aise. Mais moi personnellement je trouve que c'est la bannière idéale pour pouvoir lancer loin. Une autre petite astuce qui est très importante, c'est lorsque vous lancez, c'est mettre sa bobine, le mettre en bobine haute. Tout simplement parce que si elle est basse, ce qui peut se passer lors du lancer, c'est que le nylon va venir frotter sur les deux petites parois du moulinet et par conséquent, ça va frotter un petit peu et on va perdre un peu en distance. Ce qu'il faut savoir sur la longue distance, c'est qu'il n'y a pas de technique miracle. C'est vraiment une somme de détails qui va nous permettre de toujours lancer un petit peu plus loin. Et mis bout à bout, voilà, ça peut vous faire gagner des mètres très importants. Je vais vous expliquer maintenant comment moi je procède lorsque je lance. Ce qui est très important à mon sens, c'est au départ, c'est de vraiment avoir les deux bras tendus. Deux bras tendus pourquoi? Parce que la main droite va venir chercher un petit peu derrière et pousser vers le haut et la main gauche va tirer le talon de la canne pour faire levier. Le but c'est vraiment de créer un arc de cercle avec la canne, essayer de la comprimer au maximum. Donc le but c'est vraiment, on pousse sur la main droite, on tire sur la main gauche, on bascule. Et très important, lâchez le plomb le plus haut possible. Il faut vraiment que le plomb prenne une direction de demi-lune en fait, qui prenne vraiment de la hauteur et qui retombe doucement. Si on lance trop, on perd la distance. Si on lance trop tendu, on ne gagne pas non plus en distance. Alors c'est logique dit comme ça, mais lorsque l'on lance, essayez de regarder la position de votre plomb quand il est en l'air. C'est pas toujours évident de vraiment le faire une demi-lune. Si vous arrivez à faire ça, vous verrez que déjà vous allez encore gagner de nombreux mètres. Par la suite, il y a aussi une autre astuce pour gagner encore des mètres supplémentaires, c'est de prendre un petit peu d'élan. Alors cette technique est un petit peu particulière et demande un petit peu d'entraînement pour vraiment se familiariser avec ce mouvement. Mais l'avantage de ça, c'est que du coup on va prendre de l'élan, céder de la partie du haut du corps pour prendre plus de puissance et c'est ce qui permet de comprimer plus facilement la canne. Pour ce faire, comme d'habitude, on se met vraiment bien droit. On vient faire 1-2 pas d'élan. Soit quand on est à ce moment-là, on vient vraiment chercher derrière avec le poids du corps pour rebasculer à l'avant par la suite pour envoyer en fait toute la charge du corps vers l'avant. Donc là on s'arrête, on va chercher un peu derrière. Hop. Donc là on arrête le plomb, on ne va pas chercher à faire des lancers très longue distance parce qu'il y a un vent 60 km/h de côté, on n'ira pas bien loin. Mais le but il est vraiment là, c'est vraiment de prendre de l'élan et de s'arrêter net en faisant basculer le poids de corps avec les bras pour emmagasiner un maximum de puissance de la canne, ce qui nous permettra de lancer beaucoup plus loin. Je vais vous montrer quelque chose de très impressionnant. On vous parlait hier des nombreuses silures qui venaient chasser sur les coups amorcés. Et encore la preuve, cette malheureuse brème vient de se faire attaquer. J'ai remis deux coups, là, deux cannes tout à l'heure sur le coup parce que je n'ai pas ramassé cet après-midi pour voir s'il restait un petit peu de brème ou de silure. C'est la deuxième que l'on prend qui se fait attaquer pendant le combat, pendant la touche. C'est-à-dire qu'on touche de brème, on ferre et en fait il y a un silure qui vient l'attaquer, on fait un combat de silure, d'un coup ça décroche et on ramène des brèmes complètement décapitées comme ça. Là.
tout à l'heure est encore plus esquinté. C'est pas très beau malheureusement, les pauvres. Je sais pas ce qui va en devenir, mais toujours est-il que ça prouve la complexité de la pêche. Parce que comme on le fait, hein, on pêche vraiment derrière les amorçages pour contrer un petit peu tout ce festival qu'il doit y avoir sur le coup. Parce que là, concrètement, il doit y avoir des tonnes de brème sur le coup, les silures doivent chasser. Ça doit être un vrai carnage, quoi. Donc je vais la remettre à l'eau, j'espère qu'elle va repartir. Et puis on va recommencer à repositionner des cannes derrière l'amorçage. J'aurais espéré que le coup soit vraiment bien nettoyé en cette fin d'après-midi, mais c'est pas le cas. Il reste encore beaucoup trop de poissons indésirables, entre guillemets, qu'on n'a pas envie de pêcher, qui sont encore sur le coup. Donc on va continuer à pêcher derrière et on verra dans la nuit si on peut se permettre de rapprocher ou pas. Donc au petit matin, on a eu la chance de faire 2 poissons. Donc je pense qu'il a vraiment fallu une quinzaine d'heures pour que le coup se vide de brème et de silure pour que les carpes puissent s'intéresser à mon spot. Et du coup voilà, on a fait 2 petites communes, c'était super sympa. Encore une fois, ça a vraiment prouvé que lorsqu'il y a de l'amorçage et des brèmes et des silures sur le coup, les carpes ne s'approchent pas ou alors très rarement. Et voilà, fin de nuit, 2 poissons, c'était parfait. Premier poisson de la matinée. Donc une toute petite commune prise en plein milieu du coup. On peut se rendre compte qu'elle a quelques marques sur le flanc. Alors est-ce que c'est de naissance ou est-ce qu'elle a subi une attaque d'un silure? Je ne sais pas, mais ici tous les doutes sont possibles. Donc joli petit poisson qui fait bien plaisir. Elle n'est pas bien grosse, mais c'est pas grave, parce que ce poisson a été pris vraiment en plein cœur du coup. Donc je suis bien content, parce qu'on avait pensé hier à fonctionner. Je suis vraiment content de cette pêche parce qu'au final, je ne savais pas réellement ce qui allait se passer. Alors on avait imaginé sur le papier qu'on allait faire un amorçage, que les silures allaient venir, que les brèmes allaient foutre un petit peu le bazar et que la pêche allait se passer bien au-delà de l'amorçage. On a réussi à mettre ça en place, on a galéré pendant 24 heures, le temps de vraiment comprendre la distance à laquelle trouver les poissons. Mais une fois qu'on a trouvé que les poissons se trouvaient entre 20 et 25 mètres de l'amorçage, et là ça s'est mis à dérouler, on a retrouvé le smile et voilà, ça s'est passé comme on l'avait imaginé. Donc en plus de ça, on a eu des conditions météo assez compliquées, on a eu des rafales de vent à plus de 60 km/h, ce qui m'a empêché d'aller pouvoir chercher des poissons beaucoup plus loin. Donc voilà, c'est pareil, d'avoir limité l'amorçage à une certaine distance, ça nous a permis d'être précis et de pouvoir placer des cannes vraiment là où on voulait. Donc non, petit 48 heures dans une eau à 8 degrés avec 8 poissons. Franchement, je pars d'ici avec le smile. Bon, c'est sous la pluie que l'on va terminer cette petite partie de pêche de 48 heures. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous à regarder ce film. Encore une fois, c'était une approche un petit peu différente. C'était très technique et très sympa à mettre en place. Donc voilà, j'espère que vous pourrez remettre cette approche dans d'autres conditions. Je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous.